Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, vous êtes sur la page des Chimères occultes. Pour ceux qui me découvrent ici, cette chaîne vient compléter ce que je fais déjà sur TikTok. Là-bas, on explore surtout le potentiel des ingrédients, les plantes, les résines, les poudres, les éléments utilisés dans la pratique magique et la confection de sortilèges. C'est concret, rapide, direct. Ici sur YouTube, on va prendre le temps, on va creuser des sujets plus profonds, plus intrigants, parfois plus controversés. On va parler d'histoire occulte, de grimoires, de mythes, de traditions anciennes, d'archétypes, de phénomènes qui ont marqué ma pratique de la magie et de la sorcellerie à travers mon expérience personnelle. L'idée, c'est d'aller au-delà de la surface, comprendre d'où viennent certaines croyances, distinguer le mythe du fait historique, explorer ce qui influence encore aujourd'hui le monde occulte moderne. Mais surtout, découvrir les potentiels que détient l'être humain sans en faire l'exploration. Si vous aimez aller au fond des choses, analyser sans naïveté, mais sans fermer la porte au mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Chimère occulte. Quand on parle du Necronomicon, on frappe sur un mythe moderne qui se prend pour une tablette d'argile vieille de plus de 4000 ans. C'est pourquoi on va tenter de démystifier ça proprement pour en faire un sujet solide au niveau historique. Parce que ce qui est intéressant dans ce grimoire, c'est que la légende raconte qu'il s'agit d'un livre maudit, véritable, qui a popularisé Howard Philip Lovecraft dans les années 1920 jusqu'à sa mort. En fait, le Necronomicon est un faux manuscrit qui a fini par devenir un véritable travail occulte qui s'est intégré dans l'imaginaire collectif. Quand on parle du Necronomicon, on parle d'un livre qui n'aurait jamais existé, mais qui hante le monde réel. Dans les écrits du romancier de l'horreur Howard Philip Lovecraft, le Necronomicon est présenté comme un grimoire antique écrit par Abdul al-Azred, connu également sous le pseudonyme de l'Arabe dément. Le manuscrit en question parle d'entités cosmiques, de rituels interdits et de savoirs remontant à l'époque préhumaine. Le problème qui se pose ici, c'est que le livre n'a jamais existé historiquement, puisqu'il provient de l'imaginaire de H.P. Lovecraft à partir des années 1920. À partir de là, on est dans une fiction, mais une fiction qui s'est infiltrée dans l'occultisme moderne pour en contaminer les plus curieux. Pour ceux qui l'ignorent, Howard Philip Lovecraft était un écrivain romancier qui écrivait sur des sujets occultes, mélangeant des informations retrouvées dans l'histoire du peuple mésopotamien et en y ajoutant des informations de sa propre invention. C'est de cette manière qu'il en vient à la création de faux textes anciens qui apportent un certain réalisme à ses écrits. On peut parler du texte des Magans, du texte de Relier, La Cité engloutie et de plusieurs autres. C'est de cette manière qu'il façonne l'identité d'Abdul al-Azred, l'existence du Necronomicon et des grands anciens tels que Cthulhu et Yog-Sothoth. Malgré sa profondeur de connaissance, il ne fournit jamais d'informations complètes sur les sujets qu'il aborde. Il ne fait qu'apporter des fragments, des citations et fait mention d'éditions latines et grecques perdues des œuvres dont il fait référence. C'est de cette manière qu'il parvient à construire un faux appareil académique. Ce qui est brillant, c'est qu'il ne donne jamais d'informations complètes. Il va créer des fragments, des citations, des mentions d'éditions latines ou grecques perdues. Il va construire un faux appareil académique, ce qui encourage certaines personnes à croire véritablement en l'existence du livre, et ce, malgré le fait que Lovecraft aurait lui-même déjà confirmé dans ses lettres qu'il s'agissait d'une pure invention. On ne peut pas parler d'H.P. Lovecraft et du Necronomicon sans parler d'Abdul al-Azred. On parle d'un nom volontairement maladroit dans le dialecte arabe et ce n'est pas un nom linguistiquement correct. Selon l'auteur, le nom serait influencé des contes Émile et une nuit et al-Azred pourrait être une déformation phonétique du mot anglais hazard qui signifie danger, ce qui en ferait un jeu sonore. Mais il n'y a aucun auteur historique qui aurait porté le nom d'Abdul al-Azred.
C'est ici que ça devient intéressant. Lovecraft s'est influencé de la mythologie mésopotamienne, des mythes babyloniens et des récits cosmiques anciens. Il était au courant des découvertes archéologiques du 19e siècle concernant la Mésopotamie et les Sumériens, qui étaient une des civilisations les plus florissantes de la Mésopotamie, lesquels ont laissé des textes importants. Comme c'est le cas de l'épopée de Gilgamesh, les mythes d'Enki et d'Enlil, et de nombreux récits concernant des divinités primordiales. Ce qui est intéressant une nouvelle fois dans ses œuvres, c'est qu'elle parle déjà de sujets tels que le déluge, la création, des entités cosmiques et des forces chaotiques primordiales. C'est de ces derniers que Lovecraft tire son inspiration pour construire son horreur cosmique, sans jamais citer directement les Sumériens dans ses œuvres principales. C'est à partir des années de la décennie de 1970 que l'occultisme moderne entre en action. En 1970, un livre intitulé Necronomicon est publié à New York par un auteur qui répond au pseudonyme de Simon. Dans cet écrit, on rencontre un mélange de mythologie sumérienne, de magie cérémonielle, de rituels pseudo-mésopotamiens, et on fait un clin d'œil à Lovecraft du même coup. Ici, on tente d'établir un lien réel entre les grands anciens et les dieux sumériens. Cependant, des chercheurs ont démontré que les textes sumériens ont été réarrangés pour forcer les correspondances et que les entités Lovecraftiennes ne sont pas présentes dans les tablettes antiques, ce qui permet de reconnaître que l'on fait face à un syncrétisme moderne et non à une tradition ancienne. Prenons le temps de faire une comparaison propre. En Mésopotamie, le dieu Enki est le dieu des eaux et de la sagesse. Enlil, c'est le dieu de l'air et de l'autorité, alors que Tiamat est la déesse primordiale du chaos. Chez Lovecraft, c'est Cthulhu qui devient une entité cosmique endormie. Yog-Sothoth est un principe omniscient cosmique et Azathoth représente le chaos nucléaire aveugle. On peut se rendre compte qu'il y a des ressemblances qui demeurent thématiques en lien avec le cosmos, le chaos et l'Antiquité, mais pas dans un contexte textuel. En ce qui concerne Cthulhu, il n'existe aucune tablette sumérienne qui en fait mention. Ici, on constate que le mythe joue sur trois leviers puissants, soit l'archéologie mystérieuse, le fantasme du grimoire interdit et l'idée d'un savoir prédatant l'humanité. Et ce sont des sujets que le cerveau humain adore relier. Quand on découvre que les Sumériens incarnent la première civilisation connue, certains en déduisent qu'ils détenaient un savoir occulte perdu, ce qui peut laisser croire à une hypothèse imaginative et non à une preuve historique. Maintenant, on peut dire n'importe quoi concernant le Necronomicon. Ah, c'est pas vrai, blablabla, ça n'existe pas. Mais pourtant, j'ai eu ce livre-là à plusieurs occasions entre mes mains. Je l'ai possédé également. Puis, il m'est arrivé des trucs assez intrigants, assez intéressants, qui font en sorte que je vais les mentionner dans cette vidéo-là, dans le but justement de montrer qu'il y a des trucs qu'on peut pas expliquer, mais qui sont quand même là. Donc, voici mes deux aventures en lien avec le livre Le Necronomicon de Avon Book. Donc, mon expérience personnelle avec cette version du livre Avon Book, Le Necronomicon, a commencé avec un certain Rock to Death, que je vais l'appeler comme ça pour camoufler son identité, qui était vraiment fasciné par les rituels du Necronomicon et tout ce que ça contenait comme information à l'intérieur. Moi et lui, on a eu des conversations vraiment intéressantes à plusieurs occasions, mais j'ai vu à une certaine époque qu'il était rendu très obsédé par le Necronomicon, par les Sumériens et tout ce qui vient alentour de le savoir ésotérique qui est en lien avec le Necronomicon. C'était au cours des années 90, quelque part entre 1990 et 2000. Je peux pas donner la date exacte parce que je veux pas qu'on identifie la personne, vu que c'est des trucs qui sont vérifiables, mais qui sont vraiment réels, qui se sont produits.
Le type que je vais nommer Rock était un fanatique du Necronomicon, s'intéressait au dialecte sumérien, aux écrits sumériens, cunéiformes, à un point de l'incorporer tout ça dans ses rituels personnels qu'il faisait. Ce que ça fait, c'est que ça a juste plus animé sa croyance, sa foi en ce qui vouait son travail. Puis chaque fois que je le rencontrais, ben on avait des conversations sur le sujet, mais je voyais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de sa personne qui l'amenait à une certaine déstabilisation intérieure dans sa personnalité. Un jour, je l'avais surpris en train de discuter avec le chanteur d'un groupe, ben, aujourd'hui, c'est un groupe international du Québec, mais présentement, lui, il fait plus partie de ce groupe-là. Puis il était justement un occultiste. Le gars, c'était vraiment quelqu'un de qualifié, que c'est une personne également que euh, j'aimais ça discuter avec lui justement parce qu'il avait une grande connaissance des sciences occultes, de la sorcellerie, de la magie, puis aussi c'était un excellent chanteur dans son domaine. Puis j'avais surpris Rock en train de discuter avec le chanteur que je vais pas nommer également. Puis, à un moment donné, le chanteur, il trouvait que Rock, il exagérait trop. On était au Fofone électrique à Montréal, puis on discutait les trois, puis Rock, qui était trop comme « Ouais, mais je veux que tu fasses ça, puis tu traduises tel texte, parce que je veux faire ça, puis ça, avec ça, puis tout. » Puis là, ben l'autre chanteur, il a dit « Ben non, man, regarde, là, t'es pas prête pour ça, puis là, il faut que tu arrêtes, puis tu te quittes. » Puis Rock, il l'avait mal pris, vraiment mal pris. Il avait pas aimé se faire dire non pour ça, parce qu'il avait amené des textes en français à traduire en sumérien pour pouvoir l'écrire par la suite en cunéiforme, qui était vraiment un processus de mongol à faire, mais bon, Rock, lui, il voulait ça, puis ça, il prenait ça pour faire les rituels qu'il voulait mettre en place. Donc, c'est à partir de là que les choses se sont un peu détériorées pour Rock parce que là, moi, je disais, tu sais, hey, regarde, tu devrais pas jouer avec ça, c'est des trucs que tu comprends pas, ça prend des protections qui n'existent pas, c'est marqué dans le livre que il y a aucune protection qui peut t'aider contre les entités de ce livre-là. Puis quand je disais ça, ben Rock, il détestait ça, puis il haïssait ça quand j'y parlais comme ça. Mais bon, par la suite, on s'est revus dans d'autres parties de la scène métal parce qu'on avait des amis en commun, donc on se rencontrait souvent. Puis lui, il était batteur, moi aussi j'étais batteur dans ce temps-là, fait qu'on avait des trucs qui nous reliaient, tu sais, à certains points. Mais là, dans un party, dans un gros party heavy metal, il y avait des musiciens, puis Rock était là. Puis moi, ben j'avais un peu consommé, j'avais mangé la moitié d'un gâteau au chocolat qui avait un once de pote dedans. Puis même si j'aimais pas le chocolat, ben le fait qu'il y avait un once de cocotte dedans, ben j'ai mangé la moitié du gâteau. Puis j'ai calé 6 bières. Puis à un moment donné, je parlais avec Rock, puis on avait une conversation vraiment enivrante, que je pourrais dire, tu sais. Puis je sentais comme si son énergie, elle s'en venait dans moi, puis que je le gobais. Puis je m'en rendais pas compte, puis plus que je parlais, plus que je sentais la drive énergétique qui me rentrait dedans. Puis je venais tout comme plein d'énergie. Là, j'étais dedans moi aussi. Là. Puis à un moment donné, Rock il m'a pris par les épaules, puis il m'a poussé vers l'arrière, puis il m'a dit Sors de ma tête, tu me fais capoter, man. Rara. Je fais comme ah yeah, man, tu capotes, man. Voyons donc, Christ, tu dois être gelé en asti, man. Mais dans le fond, moi aussi, j'étais gelé en asti, c'est là le problème. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi puis Rock, on s'est plus jamais reparlé par la suite. Puis peu de temps après, ben j'ai appris que Rock s'était enlevé de la vie. C'est ça. Fait que pour Rock, l'aventure Necronomicon s'est arrêtée là. L'aventure chercheur de l'occulte, puis personne qui s'intéresse aux Sumériens, puis aux cunéiformes, puis à l'œuvre de Avon, ben ça s'est terminé au cours de cette année-là, qui est l'année que je ne vais pas nommer pour pas identifier la personne. Mais bon,
Ça a été plate. Le groupe de musique auquel que lui faisait qui appartenait, ben, ont perdu un excellent musicien, un homme qui était quand même très gentil, mais bon, euh, c'est ce qui est arrivé avec les recherches que cette personne-là a fait. Ça l'a rendu complètement fou. Puis ça lui a fait perdre la tête au point qu'il décide qu'il ne vaut plus la peine de rester en vie. Puis c'est ça. Fait que c'était mon histoire avec Rock, que je vais nommer Rock. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Rock avait atteint une certaine folie dans sa recherche. Puis comme l'arabe dément, Abdullah Lazred, ben, il a fini par perdre la vie à cause que ses recherches étaient trop pour lui. Donc, c'était mon histoire avec Rock. Ma deuxième expérience, c'est environ en 1993. J'avais acheté justement une copie du Avon Book qu'on voit là présentement. Puis j'avais décidé de le lire au complet pour avant de tenter quoi que ce soit qui était là-dedans. Puis ce qui est arrivé, c'est que un jour, je m'en allais à Saint-Lazare en autobus. Puis j'avais décidé d'amener le livre avec moi pour pouvoir terminer la lecture. J'approchais de la fin. Donc, dans l'autobus, je me suis mis à lire ce livre-là. Puis tout allait bien jusqu'à temps que j'arrive au stand d'autobus, pas loin de Saint-Lazare. Puis je décide, vu que mon livre n'est pas arrivé, j'ai décidé d'aller uriner en dessous d'un pont. Puis il y avait une poutre de ciment à côté de moi, mais genre une poutre de ciment qui avait une surface plate sur laquelle reposait un pylône d'acier qui montait sous le pont. Puis j'ai décidé de mettre mon livre là pendant que je faisais ma petite commission. Puis quand j'ai eu terminé, je me suis levé la tête, mon livre avait disparu. J'ai regardé partout autour de moi, le livre était plus là, il avait vraiment complètement disparu. Mais ce qui est plate dans tout ça, c'est que il me restait 12 pages à lire du livre, puis après ça, je l'avais terminé. Donc, à ce moment-là, j'ai pas été en mesure de terminer la lecture du Necronomicon de Book que j'avais acheté. Donc, ça, c'était une petite parenthèse dans mon utilisation de ce livre-là, de mon expérience avec le livre de Book. Puis, ça a été quand même intriguant dans le sens où je me suis toujours demandé ce livre-là, il était où, qu'est-ce qui est arrivé à lui, parce qu'il n'a pas volé au vent, il n'a pas volé à terre, il n'y avait rien autour de moi, j'ai fouillé, je ne l'ai jamais retrouvé, il s'est volatilisé dans les airs comme si que c'était un oiseau qui prenait son envol. Donc ça, c'était mon expérience Avon Book avec ma première copie du Necronomicon. Ma seconde copie du Necronomicon, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelait Le Mélange Magique, qui était un étage entier en haut de Dollarama sur Sainte-Catherine à Montréal. J'allais là régulièrement, il y avait des chats dans la place qui se promenaient, c'était vraiment exquis comme place pour une personne comme moi. Il y avait du choix pour acheter des ingrédients, pour acheter des instruments, pour acheter n'importe quoi qui est en lien avec la pratique de la sorcellerie. C'était vraiment hot. Donc, j'avais acheté une copie du Necronomicon d'Avon Book, puis à cette époque-là, j'étais membre d'un groupe de death metal qui se nommait Rotting Corpse dans le quartier Villemort, Côte-Saint-Paul. Puis j'avais un chanteur qui, à l'époque, moi, je tripais sur Dayside, qui est un band satanique. Le chanteur, il a une croix à l'envers étampée au fire show dans le front. Puis mon chanteur, lui, tripait sur Cannibal Corpse. Puis ces deux groupes-là, ces deux groupes de Californie, ils se connaissent depuis l'école secondaire, les gars. Fait que ils ont évolué, puis ils sont venus célèbres les deux à peu près à la même époque. Donc, moi, lui, je vais l'appeler Steph.
Ben Steph, lui, il essayait toujours de me montrer qu'il était hot, puis il essayait toujours de m'impressionner en agissant de bêtement. Il faisait des trucs bizarres, puis souvent, je questionnais vraiment son authenticité. Un jour, il m'a demandé de lui prêter ma copie du Necronomicon pour l'utiliser dans le but justement de composer des paroles pour des chansons futures. Fait que j'ai accepté de lui prêter. Faut comprendre que Steph, lui, il était en couple, puis ça faisait un bout qu'il était avec cette blonde-là, puis c'était pas une blonde, c'était une brune, mais bon, avec cette copine-là. Puis ça allait bien, ses affaires. La fille, elle avait des enfants, puis elle vivait dans un appartement, puis Steph était allé rester avec elle. Lui, Steph, c'était un gars de Repentigny, puis il était déménagé dans le sud-ouest de Montréal pour pouvoir habiter avec cette fille-là. Donc, après un temps, Steph, il me contacte, puis il me dit, man, ça va pas bien, pas en tout mon affaire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ma blonde, elle s'est faite interner en psychiatrie parce que elle s'est réveillée un matin, puis elle me reconnaissait plus, puis elle me demandait qu'est-ce que je faisais chez eux, puis j'étais qui, puis pourquoi j'étais dans son lit, puis tout le kit. Puis là, lui, il comprenait pas parce que même ses enfants, elle disait, maman, maman, c'est Steph, c'est ton chum. Puis elle disait, non, non, je le connais pas, je le connais pas. Fait qu'elle a fini en psychiatrie. Fait que quand Steph, il me dit ça, il me dit, man, je comprends pas tout qu'est-ce qui se passe, je sais pas comment expliquer ça, puis tout. J'observe ce qu'il me dit, puis je dis, t'as-tu encore mon livre, toi? Il me dit, ouais. Je dis, ben regarde, redonne-moi mon livre, là, puis ça va se replacer tes affaires. Il me dit, ben non, ça se peut pas. Je dis, regarde, Steph, c'est mes affaires, je connais mes affaires. Donne-moi mon livre, puis tu vas voir, ta femme, elle va sortir de psychiatrie. Fait qu'après quelques jours, Steph, il me contacte, il me dit, hey man, viens chercher ton livre. Fait que je vais le voir, il me donne mon livre, puis moi, je quitte son appartement avec mon livre entre les mains. Puis quelques jours plus tard, sa blonde est sortie de psychiatrie. Puis moi, j'ai jamais revu Steph. Ça a été les dernières fois qu'on s'est vus. On n'a plus de groupe de musique ensemble. Ça s'est fini là. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était dans les années 93-94 environ. Mais bon, c'était une de mes expériences avec le Necronomicon. Donc, si vous n'êtes pas prête, touchez pas à des affaires que vous comprenez pas. Puis achetez-vous des comptes pour enfants à la place d'acheter des trucs de même pour essayer de montrer que vous êtes hot. Touchez à des affaires que vous comprenez au lieu de toucher à des trucs que vous comprenez pas. Donc, c'était un peu mon expérience personnelle en lien avec le Necronomicon. C'est justement pour vous informer que il y a des choses qu'on peut comprendre, puis il y a des choses qu'on peut pas comprendre, mais quand ça touche le Necronomicon, souvent, ça mène vers la folie. Donc, mettez ça loin de vous, tenez-vous à l'écart de ce genre d'ouvrage, puis si vous voyez vos enfants avec ça entre les mains, ben confisquez-le, ce n'est pas fait pour eux. Ce qui est plate avec l'occultisme, c'est qu'il y a des sujets qu'on peut aborder avec certaines personnes, puis il y a des sujets qu'on peut pas aborder avec certaines personnes. Puis, quand ça concerne des trucs dans ce genre-là, des connaissances interdites, puis des savoirs occultés à la masse, ben c'est pas tout le monde qui va adhérer à ça, puis probablement que c'est une bonne chose. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, il y a des gens qui sont juste trop curieux, qui mettent la main sur des livres comme le Necronomicon, par exemple. Même si c'est un livre fictif, il faut comprendre que les choses ont le pouvoir qu'on leur donne et qu'on peut être à l'intérieur de soi-même détenteur d'un potentiel de manifestation qui fait en sorte que on va manifester des trucs à l'extérieur qui, des fois, nous dépassent soi-même. Donc, je suggère aux gens de faire attention à ce avec quoi ils veulent travailler, ce qu'ils mettent dans leur esprit, ce qu'ils consomment au niveau de la lecture, parce que tout ça a une importance sur votre
santé mentale. Donc, faites attention à ça, faites attention à vous, c'est très important. Si vous êtes un étudiant de la matière occulte, faites des choix sains pour vous, faites une pratique saine qui va vous amener à démarcher d'une façon positive, qui va vous aider à avancer et non à régresser ou à vous amener vers la mort, comme certains cas que j'ai connus. En conclusion, malgré le fait que le Necronomicon est un mythe moderne bâti sur des mythes d'information qui imitent la structure des anciens grimoires, il a vu le jour à partir d'une fiction récupérée par l'occultisme. Malgré le fait qu'il y a eu une hybridation avec la mythologie sumérienne, il n'y a cependant aucune preuve archéologique de l'existence d'un tel livre antique. Ce qui demeure fascinant, ce n'est pas son authenticité, mais sa capacité à devenir une réalité culturelle. À travers ses nombreux romans de fiction, Lovecraft a su bâtir une mythologie qui fonctionne comme une religion fictive. Et ça, c'est un phénomène psychologique et sociologique extrêmement intéressant. Dans les faits, je sais qu'il existe 3 versions distinctes du Necronomicon qui ne contiennent pas nécessairement les mêmes informations. Et pourtant, ils sont tous les 3 bien populaires au sein du royaume occulte. Cependant, comme je le dis souvent, les choses ont le pouvoir qu'on leur donne et le véritable pouvoir provient au fond de soi. Mes expériences personnelles avec ce livre m'ont enseigné qu'il valait mieux laisser ce livre de côté et de s'intéresser à d'autres grimoires et manuscrits qui traitent de matières occultes avant de donner de l'importance à ce Necronomicon. Nous sommes rendus à la fin, vous êtes encore là. C'est sûrement signe que le sujet vous a parlé. Prenez le temps de laisser vos questions en commentaire. J'aime lire vos réflexions, vos angles d'analyse et ça me fera plaisir d'échanger avec vous parce que le dialogue fait partie de mon travail. Si le contenu vous apporte quelque chose, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec ceux qui aiment creuser un peu plus loin que la surface. Ça aide la chaîne à grandir et ça permet de toucher les esprits curieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, continuez à développer votre potentiel, à affiner votre regard et à garder l'esprit clair et ouvert. Excellente journée à vous et à la prochaine. C'était Daniel pour les chimères occultes.